Alors, bienvenue dans votre trio économique avec Monsieur Vincent Geloso, Frank Fournier, auteur de 2 livres maintenant. Il nous bat tous les deux. Bravo Frank, félicitations. Nous autres aussi, on serait capable de faire des livres en lisant des trucs sur Google, mais bon, on a plus de fierté que ça, faut croire. Wow! Depuis quand on commence le podcast en bitchant? Je pense que c'est la première fois que c'est tu bitch Frank puis pas moi. Je me sens négligé. Mais ça montre quand même que notre relation à Frank commence à s'en venir un peu plus sérieuse. C'est ça que ça veut dire. Fait que, on va quand même... Imite pas trop de musique, là, YouTube va nous flaguer pour droit d'auteur. Ouais, malgré que Fitzgibbon s'est pas fait flaguer, fait qu'on est correct, Frank. Non, c'est ça, j'ai été correct. Fait que si vous voulez acheter le livre de Frank, justement, il est là. Faut jamais oublier de faire du marketing. C'est long du marketing pour un livre. Puis non, c'est pas juste des recherches Google quand même. Il a pris le temps de lire des biographies. Il y a même des notes de bas de page. Sérieusement, là, j'ai resté froid quand j'ai vu ton livre. J'ai dit, il a vraiment fait ça comme un travail de maîtrise. J'ai dit, Christy de Frank. Mais je suis pas capable de travailler autrement que ça. T'sais. Quand je suis resté déformé de même, quand je mets. Ça se fait pas pour moi plugger un truc puis pas le donner la source. Fait que aussitôt que je pouvais, puis j'étais comme j'ai pris ça dans tel livre, fait que je le donnais, puis je donnais la page. Puis c'est de même que je fonctionne. Puis en même temps, ça donne. Je trouve que ça donne au. Tu sais, quand t'as 2-3 geeks qui suivent puis qui sont comme c'est le fun, telle affaire, c'est comment je fais pour aller plus loin là-dedans. Ben regarde, t'as les sources si tu veux aller fouiller. Alors, live free and die. Pas or die, mais and die. On voit toutes les nuances. Hey, t'as pas expliqué beaucoup la couverture, puis t'as beaucoup de insight par rapport au libertarianisme sur cette couverture-là. Veux-tu nous en parler un peu, juste pour le fun? Ouais, ben la couverture a été générée par AI, en fait. C'est un de mes amis qui fait ça, entre autres. Il m'avait dit quelle idée tu voudrais, un peu quelle idée tu voudrais donner. Puis ça m'est venu quand c'est drôle parce qu'il y a un lien avec le trio, c'est que maintenant on avait fait un podcast sur l'architecture soviétique. Là. On montrait des vieux bâtiments, toute la mode brutaliste là, avec les bâtiments vraiment laids. T'sais. Puis là, en jasant avec mon ami, je disais ça pourrait être drôle de faire de quoi de vraiment contraste où justement tu parles de musiciens qui vivent des vies complètement déjantées avec aucune règle. Ils font, c'est comme l'anarchie un peu. Puis en contrepartie, la couverture, ça va être un truc genre bétoniste, brutaliste, full genre soviétique avec un slogan dessus qui évoque clairement un truc libertarien. Fait que ça faisait un gros contraste. Puis là, on a généré, j'ai une banque d'images d'à peu près 500 trucs qui ressemblent à ça. Puis maintenant, à force de le travailler, on est arrivé à ce résultat-là, avec déjà les couleurs, le jaune, le gris, puis là, le serpent, puis tout là. C'est comme plein de petites références. Ouais, c'est ça. C'est comme plein de petites références que je trouvais cool. Puis bref, c'est comme ça qu'est née la couverture. Donc, il y a des petits liens avec la théorie économique liée au libéralisme classique et au libertarianisme sur ce livre-là. Ben, écoute, il faut toujours faire des petits insights de même parce que ça allume les gens qui cherchent les détails. T'sais. Donc, aujourd'hui, les amis, on parle de Québec solidaire. Et on va respecter le sujet. Je les déteste tellement que c'est sûr que je ne m'écarterai pas du sujet aujourd'hui. Les amis, tu sais... Le PQ est dans les nouvelles sans arrêt pour la monarchie puis toutes les Christine niaiseries qu'ils peuvent penser. Fait que là, Québec solidaire sont un peu jaloux. Ils baissent dans les sondages, le PQ monte. Fait que là, eux autres aussi en veulent de l'attention médiatique. Le meilleur moyen d'en trouver de leur côté a été avec les propriétaires, pas les propriétaires, mais les occupants de logements. Donc, ils prennent toutes sortes de détours pour défendre les occupants de logements. Ouais. Puis là, il y a un gros problème. Là. Ouais, c'est ça. Ils se rendent pas compte que leur solution va juste amplifier les problèmes qu'ils décrivent. Mais en tout cas, en fait, sont incroyables. Les problèmes existent déjà à cause de choses qu'ils n'ont pas posées dans le passé. Ouais, c'est ça qui est le bout le plus drôle. Là. Faut que je retrouve le tweet de GND où il dit c'est quoi les solutions qu'eux autres ont pour le... C'est juste une fucking joke. Là. Ben, il y en a un, c'est le meilleur contrôle des prix.
Après ça, ils veulent serrer la vis La nature, à l'origine Airbnb. du problème. Après ça, ils veulent serrer la vis à Airbnb. OK, je l'ai, Yann. Comment causer une crise du logement en 5 étapes faciles? Ah, si ma pression sanguine va exploser. 1. Sous-financer le logement social. Moins on en construit, mieux c'est. 2. Le logement social ne marche plus. 3. Laisser le privé s'en occuper. 4. Blâmer Québec solidaire. 5. Répéter jusqu'à dépasser les loyers de Toronto. Ce guide pratique s'applique également au réseau de la santé. Hey, je suis désolé, mais c'est littéralement une théorie du complot, son affaire. Oui, mais non seulement ça, mais c'est intéressant. Le gouvernement fait exprès de ne pas assez faire de logements sociaux pour faire plus de place au privé, pour que les prix montent, puis que finalement, les vampires, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent, les vampires écoute, je ne veux pas être plate, là, mais la littérature sur les logements sociaux est assez vraiment plate en termes des résultats que tu peux avoir. Fait que, tu prends des journaux. Les journaux qui publient le plus là-dessus, c'est Journal of Housing Economics puis Journal of Urban Economics. Les logements sociaux, généralement, sont associés n'ont pas d'effet sur l'affordabilité dans les régions urbaines, mais aucun. OK? Ils n'augmentent pas. C'est pas du tout abordable. En fait, un des effets qu'ils ont qui est étrange, c'est que par l'absence de droit de propriété, tu as des incitations qui sont différentes dans ces complexes-là. Et le résultat, souvent, c'est qu'il y a un niveau de criminalité plus élevé, de vandalisme plus élevé, et ça a une externalité négative ensuite sur les propriétés privées avoisinantes. Et là, ça, c'est pas mal consensuel qu'il y a une externalité négative de 3 à 4% pour les maisons qui sont avoisinantes qui perdent de la valeur. Donc, pour les commerces aussi qui perdent des flots de revenus. Donc, il y a un effet négatif. Puis non seulement ça, mais quand on compare, mettons, les alternatives aux logements sociaux, comme par exemple faire des transferts modulés selon le revenu des gens, l'effet positif est comme 10 fois plus gros en termes d'accessibilité que de construire un logement, que l'État s'en serve, qu'il n'y ait pas de droit de propriété, qu'il n'y ait rien, qu'il y ait une grosse intervention dans le marché, qu'il y ait une expropriation à toute fin pratique de certains endroits, parce que c'est ça qui doit se passer pour que la construction se fasse. Tu arrives avec que c'est juste mieux de prendre des sommes puis de les donner en fonction du revenu, puis de dire, ben, voici le seuil minimal que les gens ont besoin, et si tu es pauvre, on va te donner cette somme-là. Problème réglé. C'est beaucoup mieux de faire des transferts que faire du logement social. La fixation sur le logement social, c'est une fixation qui est purement idéologique. Je ne suis pas fan de l'idée de faire des transferts. OK? Je le cache pas. Étant libéral, je ne suis pas fan. Je préférerais peut-être le revenu minimum garanti, des raisons qu'on a déjà parlé. Mais si on est pour faire des. Si on doit accepter l'idée que l'État doit intervenir, ben, dans le range des options possibles, des transferts ciblés, c'est tellement meilleur que les niaiseries que QS avancent. Je pense que, honnêtement, je ne comprends pas la fixation qu'il y a sur le logement social. Mais comment ça peut être un objectif de faire ça? Je peux comprendre, mettons, je peux comprendre que quelqu'un ait dans son set de valeurs ou de position de dire, ben, il faut qu'il existe un truc qui s'appelle les logements sociaux, que si jamais quelqu'un n'est pas capable de se les payer, genre il se ramasser dans la rue, au moins il va avoir quelque chose. Je comprends cette idée-là. Je te dis pas que je suis d'accord, mais je comprends l'idée. Mais je comprends pas comment ça peut être un objectif d'en construire plein. Pour moi, c'est un peu comme si tu me disais, il faudrait qu'il y ait plus de gens sur l'aide sociale. Je comprends que l'aide sociale existe, mais tu peux pas vouloir que ce truc-là se répande à l'entièreté de la... C'est pas un but dans la vie là, que le monde vive dans des logements sociaux. Là. C'est comme, si tu me disais... Ben ouais, mais j'essaie de me mettre un peu dans leur tête. Là. Et je me dis, mais pour... Genre, c'est quoi qui motive ça? Mais c'est parce sûr qu'ils comprennent... Non, mais que... la réalité, c'est qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que les autres mesures économiques qu'ils proposent vont générer. Moi, je suis persuadé que si on applique le programme de Québec solidaire à la lettre, on va avoir besoin de logement social en sacrament, mon ami. Je suis désolé, là, mais on va créer du pauvre au pied carré, puis ça va être l'enfer. Là. On va nationaliser tous les business, go, ça va bien aller, des files d'attente partout. Ouais. Ben, je sais pas s'ils sont conscients de ça, mais... Non. Mais écoute, ce qui est débile, c'est dans leur truc sur les chiens, là. Puis ça, c'est les animaux, là.
Bon, mais un petit peu juste pour finir sur leur Ouais, vision du logement avant de passer aux animaux. Là. On a les solutions aux problèmes. D'ailleurs, ce que j'étais en train de dire avant qu'on bifurque, c'est que ce qu'il raconte, c'est clairement une théorie du complot. Que genre, on mais le sous... complotiste, c'est correct à gauche. Parce que, hey, non, mais combien de fois dans votre vie, puis quand il dit ça s'applique au réseau de la santé, là, combien de fois des gens de cette appartenance politique-là vous ont dit, ça c'est basé sur une phrase de Noam Chomsky en passant, là, que le gouvernement faisait exprès de rendre les services publics inefficaces pour justifier à la population l'idée de les privatiser. Incroyable. Ça, si c'est pas un complot, là, je sais pas ce que c'est. Là. C'est genre de parce penser... parce que tout le monde qui est élu au gouvernement, il y a comme un grand nombre de personnes qui sont pro-privatisation. Puis là, ils s'assoient ensemble et ils se disent, nous, on est idéologiquement là, commis à l'idée de privatiser, comme 100% des politiciens québécois. Pour leurs amis. Sauf QS. Oui, pour leurs amis, bien sûr. Sauf QS croient que la privatisation, c'est bien. C'est juste qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'ils savent que le public n'aime pas ça. Donc, ils se cachent un peu. Puis ils font ça en secret dans des salles privées avec des cigares. Puis il y a de la fumée dans l'air. Puis là, bien sûr, il y a Charles Sirois qui rentre. Puis il y a les Démarrais. Puis PKP est là. Mais PKP est toujours là quand il y a des subventions. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un fait. Effectivement, mais dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a un élément de vérité. Mais c'est probablement ça qui fait que la théorie du complot pogne un peu chez eux. C'est qu'il faut toujours qu'il y ait un petit once d'un truc qui a l'air vrai dans tout l'ensemble de conneries pour que tu dises, ben tu vois, ça peut pas être 100% faux. Ouais, ben 100%, pas 100% faux, c'est quand même faux. C'est pas une question de mixage, là, ce qui est vrai et qui est faux. C'est pas parce que je veux dire, à un moment donné, si tu lances de la merde tout le temps sur le mur, à un moment donné, il y a quelque chose qui va coller. Là. Et là, on a les solutions. Serrer la vis, ça veut dire interdire. Airbnb. 2, construire des logements sociaux. 3, contrôler les hausses de loyer. Et 4, interdire les rénovations. Écoute, moi, c'est quoi qui me fascine dans leur proposition? C'est comme si serrer la vis à Airbnb. Airbnb est un joueur étranger qui vient faire du profit sur le dos des pauvres petits Québécois. La réalité, c'est que les gens qui se mettent vraiment de l'argent dans les poches avec Airbnb, c'est des bons petits Québécois. Investisseurs, immobiliers. C'est une application. Tu sais, après ça, t'es là, tu dis, on va contrôler le prix des loyers. OK, mais c'est parce que les investisseurs immobiliers, c'est pas des Chinois, là. C'est des Québécois aussi, là. Non, mais c'est des immigrants, souvent, ça, c'est pas correct. Ouais, ils sont méchants, c'est pas des vrais Québécois. Tu sais, ils ont des noms comme Geloso, puis des affaires de même. Là. Mais moi, j'ai pas de propriété, by the way. Je fais juste dire que j'essaie juste de trouver un nom qui a pas l'air québécois. Moi, je suis pas fou. Tu sais, je regarde les gens dans ma clientèle, puis il y a beaucoup de gens qui ont construit des bons actifs avec de l'immobilier dans ma clientèle. Fait que, tu sais, j'en aurais des liquidités à investir en immobilier, mais je regarde tout ce qui se passe en termes de réglementation, puis je regarde le discours des politiciens, puis je me dis, écoute, je vais rester sur le marché boursier. Je m'excuse, là, mais quelque chose que je comprends bien, puis quelque chose qui est encore relativement libre, je vais me contenter du marché boursier. Je n'aurais de l'argent à investir en immobilier, mais il n'y a aucune chance que j'aie le goût de le faire. Ça m'intéresse pas. Je veux dire, regardez ça. Hey, c'est pas moi qui va décider le prix des logements que je vais louer. Oublie ça. Je veux pas participer à ce jeu-là. Mais c'est parce que d'un point de vue philosophique, c'est que le respect de la propriété privée là-dedans est pas loin de zéro. C'est-à-dire que le bloc, il est-tu à moi ou il est pas à moi? Moi, j'ai acheté un bloc, 3 logements. Est-ce qu'il est à moi ou il est pas à moi? S'il est pas à moi, j'aimerais ça que vous me le disiez. Là, je sais pas si Yann a un problème avec son Internet, il fait comme in and out. Là. Juste pour donner un point de théorie, là, ce que tu viens de dire, il y a une profondeur à ça parce que, puis je vais utiliser un exemple, quand les gens, dans les années 60-70, quand les économistes commençaient à réaliser vraiment l'importance cruciale des droits de propriété sur le développement économique, t'avais du monde qui disait « Ouais, mais en URSS, ils n'en ont pas de droits de propriété, mais les nazis, il y en avait, eux. Fait que c'est une économie capitaliste, les nazis étaient là. » Ouais, mais non. Le point des droits de propriété, c'est pas juste une affaire. C'est pas un 0 ou 1. Je veux dire, je peux techniquement être propriétaire de ma maison, mais si tu m'interdis
de faire X avec ma maison, ben techniquement, tu m'as enlevé un droit de propriété. Le droit de propriété, c'est pas juste est-ce que tu possèdes ou ne possèdes pas quelque chose. Ce que beaucoup de gens croient que c'est, mais en réalité, le droit de propriété, ça fait référence à l'entièreté des droits que tu as sur l'utilisation, la disposition et le transfert de ta propriété à autrui. Oui. Si, par exemple, tu m'interdis de vendre ma maison ce que le Trudeau a fait, m'interdit de vendre ma maison à un Chinois, bien, ce que tu viens de faire, c'est que tu m'as fait un takings, là. Tu m'as volé une partie de ma propriété. Tu ne m'as pas volé la propriété en soi, mais tu m'as volé ce que je pouvais faire avec. C'est une forme de taking, c'est une forme de violence que tu as faite à mon droit de propriété. Quand tu contrôles les loyers, tu m'empêches de faire X avec ma propriété, tu m'empêches de l'utiliser d'une certaine manière, tu m'empêches de... pour reprendre les exemples concrets, pour reprendre les exemples concrets qui sont donnés, à quelque part, si tu pousses ça dans son ultime limite, c'est une forme de nationalisation qui ne dit pas son nom, parce qu'écoutez, vous vous achetez un bloc, les gens qui nous écoutent, là, vous vous achetez un bloc, vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix du loyer, parce qu'ils vont vous l'empêcher. Vous n'avez pas le droit de le louer sur Airbnb. Vous n'avez pas le droit d'expulser ou de reprendre possession du logement parce que vous voulez le rénover pour le vendre à meilleur prix. Vous n'avez pas le droit de refuser quelqu'un parce qu'il y a des animaux. Vous n'avez pas le droit de ci, de ça. Tu n'as pas le droit de le vendre à un Chinois. Mais pas le droit de le vendre à un Chinois parce que Trudeau, il faut qu'il fasse plaisir au monde avec il faut qu'il ait l'air de faire quelque chose, billet d'action. Quand on dit Chinois, by the way, c'est une joke, parce que c'est vraiment tous les étrangers. Oui, je sais, mais c'est... Attends une minute, là. On devrait être honnête. C'est tous les étrangers, mais c'est parce que s'il avait écrit ce qu'il voulait vraiment écrire, parce que ce qu'il ciblait, c'était les Chinois. Mais une loi qui cible un groupe en particulier, que tu cibles, tu dis ce groupe-là, puis je le choisis sur un critère non administratif, comme par exemple les Chinois, bien, c'est inconstitutionnel de cibler un groupe en particulier sur cette caractéristique-là. Donc, il a créé un critère plus large, mais en réalité, la cible, tout le monde est d'accord que c'était les Chinois, puis peut-être une couple de Russes. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu es là, tu te dis, pourquoi ils font ça? Parce que les prix ont augmenté beaucoup à Vancouver, les prix ont augmenté beaucoup à Toronto. Puis là, tu es là, tu te dis, OK, mais pourquoi vous faites ça? Ah ouais, mais là, on est en train de créer une bulle dans le prix des maisons, les investisseurs étrangers viennent mettre de l'argent. Puis pourquoi c'est mal? Les investisseurs étrangers prennent de l'argent dans leur pays, viennent l'injecter dans notre pays, dans notre immobilier. Ouais, mais ça fait augmenter les prix artificiellement. Pourquoi on ne parle pas de zonage avant de parler de ça? Ben non seulement ça, mais OK, là, c'est quelque chose que les gens devraient comprendre. Si les gens veulent venir dans des villes comme Toronto, Vancouver, OK, imaginons que naturellement, là, on va faire un peu d'économie spatiale. Imagine que tu es comme Hong Kong et que ce que tu as, c'est une contrainte physique sur la quantité de terrain. Donc, les prix vont être très élevés. Dans un cas comme ça, tu te dis, OK, n'importe quelle personne de plus va avoir un gros effet sur les prix. Mais le problème, c'est que le marché est conscient que la demande future va être capitalisée dans le prix actuel. Donc, au final, c'est plus facile dans des marchés, c'est pas aussi difficile dans des marchés comme, disons, avec des contraintes physiques, d'emprunter à des faibles taux, parce que si tu sais que la demande va être stable dans l'avenir, tout ce que tu fais, c'est de dire, ben cet actif-là est juste très, très rare, mais il est safe. Right? Fait qu'une banque n'est pas inquiète que tu vas faire défaut sur X ou Y. Puis aussi, généralement, si les gens veulent venir autant dans un endroit aussi densifié, les revenus sont aussi probablement très élevés. Donc, au final, c'est très facile d'ajouter des unités, de densifier d'une part, mais aussi de pouvoir payer. Donc, si tu veux t'acheter une propriété, c'est très facile de pouvoir la payer ou d'avoir le revenu nécessaire pour payer un loyer dans un tel cas. Donc, il n'y a pas... c'est pas nécessairement... Le prix élevé n'est pas nécessairement un signe. La demande non plus n'est pas un signe négatif. En fait, la demande implique que si les gens veulent venir là, c'est parce que la place est plus riche. Mais il y a une raison pourquoi tu veux y aller. Là. Ben, c'est ça. Fait au final, c'est pas un signe. Ce qui est plus un issue, c'est si, mettons, la population qui rentre dans la ville vient indépendamment de la croissance économique. Donc, disons, des gens qui s'exilent parce qu'il y a un régime dictatorial qui les abuse. Ouais. Là tu peux avoir un effet qui va rendre ça
économiquement moins affordable, puis que ça, je parle en relation au revenu. Là, tu peux te dire, OK, peut-être, mais dans ce cas-là, la question, c'est à quel point c'est facile d'ajouter des unités. Puis là, je suis en train de prendre un cas extrême comme, disons, Hong Kong ou une île, là, une très petite île, parce que Montréal, je ne qualifierais pas pour une petite île. Mais dans ce cas-là, tu peux densifier, tu peux ajouter des unités. Puis si tu vas à Hong Kong, c'est incroyablement densifié. Il y a énormément d'organisation de l'espace qui est bien fait. Donc, tu peux ajouter des unités d'une certaine manière. Puis là, ça t'amène sur la question de l'offre. Puis non seulement ça, mais prends des villes canadiennes. Dans les villes canadiennes, l'offre de terrain n'est pas inélastique comme sur une petite île ou Québec. un rocher comme Hong Kong. Ce que tu as, c'est que tu as une offre de terrain qui, dans le long terme, est largement plus élastique. Puis ça veut dire que si tu as des gros trucs extrêmes comme des gens qui rentrent par des immigrés, des réfugiés qui quittent, puis qui ne sont pas venus ici parce qu'ils ont choisi de venir ici, mais parce qu'ils devaient quitter, OK? Dans ce cas-là, les chocs de demande vont avoir des effets incroyablement petits sur le prix. La seule manière, quand tu fais... Il y a un si et seulement si là, dans ton Sauf histoire. si on réglemente trop. Exactement. Mais le point que je suis en train de faire, c'est quand tu regardes ce qui cause tu dis, OK, on va diviser une hausse de prix. Les augmentations de demande ont des gros effets sur les prix si tu rends l'offre inélastique. Ben, ça veut dire que si tu fais l'interdépendance entre les deux, puis tu fais la division, tu regardes ce que la littérature dit, à peu près 75%, 80% du problème, c'est pas des chocs de demande, c'est des chocs réglementaires qui sont causés. Puis la littérature là-dessus est tellement consensus. Ce qui me fâche, là, c'est que ça ne transpire pas des journaux académiques dans le public, parce qu'il y a des sujets là, sur lesquels les économistes sont fucking en consensus. T'as des débats genre sur le salaire minimum un peu, est-ce que tu sais, avec des nuances. T'as des débats sur l'immigration, mais par contre, des sujets comme le libre-échange, le contrôle des loyers, le zonage urbain, tu poses la question, là, puis je peux te prendre des polls, parce qu'on en fait des polls entre nous autres, ça nous permet de savoir un peu où sont les débats. Sur ces questions-là, tu as comme des taux de consensus de 90%. Puis ça, c'est 90% de gens qui sont d'accord, genre sans provision. Puis l'autre 10% qui n'est pas d'accord, c'est ceux qui disent « Je suis d'accord, mais avec des petites nuances. J'aime pas qu'est-ce que la question implique. » Puis là, quand tu regardes qui dit qu'ils sont en désaccord, tu as comme 0%. OK? C'est un des sujets là, sur lequel l'illettrisme économique dans les médias est sidérant. Ouais, c'est tellement important, Vincent, ces questions-là, parce que regarde, présentement, là, un sujet populaire dans la population, puis dans les cafés Tim Hortons, puis du McDo, là, c'est le Christy de chemin Roxham. Le seul argument qui est avancé réellement, qui peut avoir du sens, parce que tous ceux-là qui ont peur des étranges, puis tout là, ça, c'est des racistes. Là. Oubliez ces arguments-là. Mais il y a des gens qui vont dire, écoute, là, on a une pénurie de logements sur l'île de Montréal, les gens du chemin Roxham, ils arrivent, ils s'installent à Montréal, ils prennent des logements, fait que là, on est dans la marde, ainsi de suite. À un moment donné, t'es là, tu te dis, crime, attends une minute, là. On est au Québec, on est au Canada, on n'est pas à Vancouver, on n'est pas à Toronto, là. On est dans des places où est-ce qu'il reste de l'espace. Comment ça, on n'est pas capable de s'adapter pour accueillir cette main-d'œuvre-là qui vient ici? Pourquoi on n'est pas capable de les loger super facilement? Pourquoi on vient en pénurie de main-d'œuvre juste à cause du chemin Roxham? Puis là, t'es là, tu dis, ah ben oui, c'est la réglementation, le fait que les investisseurs immobiliers, ça y tente à moitié d'y aller, c'est le zonage. Nommer toutes les choses qui font en sorte qu'on n'est pas capable de s'ajuster vite. Mais si on vit, mettons, faisons apparaître des licornes, et là, on débarrasse de toutes les réglementations, les lois de zonage qui nous énervent, puis finalement, on est capable de s'adapter quand même assez vite à de la demande qu'on peut voir venir. Ben là, on est dans une situation où ce que tu dis, ben là, on est capable de loger très facilement les gens qui arrivent du chemin Roxham. Est-ce qu'on a un débat de société pour le fermer, oui ou non, à ce moment-là? Moi, je pense qu'assez rapidement, on devient, avec les seuls opposants du chemin Roxham, qui seront les racistes. Mais les gens normaux, ils ne pourront pas s'y opposer. Ils vont dire, ben non, on est capable de les accueillir. Tu sais, notre fameuse capacité d'accueil, là, qu'on n'arrête pas de nous parler du côté des péquistes et des caquistes. C'est quoi la capacité d'accueil? C'est de recevoir quelqu'un, lui donner ses papiers pour qu'il puisse travailler, puis s'organiser pour qu'il puisse se loger. Dans les deux cas, c'est des échecs monumentaux présentement au Canada. Mais est-ce que c'est des échecs monumentaux parce qu'on a une mauvaise capacité d'accueil comme Canadien ou comme Québécois? Non, parce que les estis de font pas le job. Écoute, t'en veux-tu une meilleure? Puis j'ai utilisé l'exemple de Hong Kong pour des raisons uniquement visuelles. Les gens savent que c'est une très petite place, là. Mais
il y a des gens qui pourraient me répondre, mais Hong Kong, c'est très dispendieux quand même. Puis il y a énormément de gens qui vivent dans des logements vraiment. Par contre, là, j'ai envoyé un lien à Frank. Je viens de finir un article sur Hong Kong qu'on a soumis pour publication. Puis une des choses qu'on a découvert, c'est que Hong Kong, depuis 1860, depuis que depuis 1898, non, 96, quand les Britanniques ont eu Hong Kong des Chinois avec le bail, et les Chinois ont continué quand ils ont réobtenu Hong Kong en 97. La terre à Hong Kong est entièrement possédée par le gouvernement. Tu as une grosse qu'on appelle le Land Reserve, qui est à peu près 75% de la masse territoriale de Hong Kong. Le gouvernement a un monopole là-dessus. C'est lui qui décide les quantités de terrain qu'il met en vente pour du logement. Puis il extrait ses revenus avec ça, mais la raison, c'est qu'il y a tellement une demande pour aller à Hong Kong. C'est ça qu'on trouve dans l'article. C'est que Hong Kong a un super petit gouvernement en termes de dépenses, de taxation, de réglementation, mais en réalité, l'État détient 75% du territoire. Puis non seulement ça, mais les logements qui sont construits, c'est pas la propriété de quelqu'un, c'est un bail amphithéotique de comme 95 ans que les gens ont, puis ils doivent le racheter éventuellement ou vendre le building dessus à la prochaine personne. L'État possède l'entièreté de la terre à Hong Kong, puis à ça, les gens disent ben, c'est super cher à Hong Kong. Non, c'est super cher parce que l'État a justement restreint. C'est probablement la place dans le monde qui a le plus extrême cas de zonage, parce que l'État décide entièrement la quantité de terre qu'il rend disponible. Puis pourquoi pour la population. Ça, Vincent, si tu as fouillé le sujet un peu, c'est-tu vraiment parce que ce serait inhabitable ou c'est vraiment pour du contrôle? Ah, c'est parce que c'est des revenus. C'est parce que quand ils font ça, la raison, l'effet que ça a, puis c'est du political economy here, c'est que il y avait son propriétaire du terrain, donc ils le vendent techniquement quand ils... Exactement. C'est ça. Fait que le revenu vient de ça, mais ça fait en sorte que ils n'ont pas besoin de taxer quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique, comme le commerce international. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre des tarifs. Puis non seulement ça, mais il y avait une obstruction quand Hong Kong était une colonie britannique. Il y avait une obstruction aux tarifs. Donc, il y avait une opposition à ça. Et donc, quand le gouvernement se disait, mais comment est-ce qu'on fait pour se financer? La réponse, c'était, ça, c'est le seul mécanisme. Fait que Hong Kong, quand tu regardes, c'est taux de taxation sur le revenu, sur la consommation. En fait, il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de taxe sur la consommation. Il y a une petite taxe sur le revenu, puis une petite taxe sur le revenu des sociétés, puis c'est pas mal tout. Mais en réalité, l'État impose une taxe largement indirecte en taxant par son contrôle de ça. Il extrait une rente et un revenu de son monopole sur la terre. C'est une des taxes les plus subtiles au monde, de ce que je comprends. Là. Oh oui, c'est super pernicieux. Puis dans l'article, ce qu'on montre, c'est que le gars qui était le bureaucrate ultra free market dans les années 60-70 à Hong Kong, puis comme il était pas une démocratie, c'est lui qui choisissait ce qu'il faisait. Puis comme c'était un hot dog qui se disait pas mal libertarien, un cas vraiment étrange, ben oui, il a gardé la taille de l'État en termes de dépenses très petites, mais il n'y a pas eu d'effet sur la croissance, largement à cause du fait que s'il voulait se commettre à ce que lui essayait de faire, il fallait quand même qu'il génère des revenus, il fallait quand même qu'il fasse certaines choses. La seule chose qui était disponible, c'était le contrôle des territoires. Mais là, tu sais, la raison que je dis ça, c'est que Hong Kong, même le cas le plus extrême là, d'un marché super restreint, c'est l'État qui cause le problème. Pas le marché, pas les chocs, la demande. C'est l'État qui décide de restreindre l'offre de terrain. Fait que, quand on dit que le zonage, c'est le big deal, oui. T'as le zonage, puis t'as d'autres affaires aussi qui sont encore pires, puis tout est relié, qui ne sont pas encore pires, mais qui s'ajoutent à ça, puis qui sont reliés à l'État. Des solutions par le pyromane. Je t'en avais envoyé plusieurs l'autre fois dans un genre de trend Twitter là, où on parlait de ça. Là. Mais tu sais, regardez à Québec. Là. La ville de Québec veut en finir avec la démolition de son patrimoine. Et là, ils ont passé, bon là, je ne me suis pas connecté, donc je ne vois pas l'article au complet, là, mais je peux vous le résumer. Là. En gros, ils ont passé un nouveau règlement où des citoyens, par pétition, peuvent contester la démolition de certains bâtiments qui sont considérés comme patrimoniaux et qui ont été
rachetés ou seraient en voie d'être rachetés par des promoteurs qui voudraient, mettons, on crisse à terre cette vieille bâtisse-là pour faire un immeuble de logement. Donc, ces gens-là se plaignent qu'il n'y a pas de logement, qu'ils sont trop chers, mais ils mettent des règlements pour être bien certains de t'empêcher d'en construire des nouveaux si jamais le bâtiment est considéré comme patrimonial. Puis regarde, t'en veux-tu un autre exemple? J'en ai un autre. Un petit peu, Yann. Je vais juste le fermer. Je vais juste le fermer, puis je vais partager l'autre affaire. Puis regarde, je pourrais vous en sortir 15 à la douzaine des exemples de même. Autre exemple. La géniale ville de Montréal. La folie des hauteurs doit cesser. Et là, on explique qu'il y a un projet pas loin du Centre Bell pour construire un immeuble de 38 étages où il y aurait 260 quelques logements dedans. Mais écoute, garde ce beau bâtiment qui est là, ici, là. Un édifice patrimonial de 1888. On peut toujours bien pas jeter ça à terre pour faire des logements. Puis là, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, parce que quand c'est trop haut, ça fait des îlots de chaleur, c'est pas beau, les gens n'aiment pas ça, ça fait de l'ombre. Donc, autrement dit, puis regarde, j'en ai un autre article, là c'est sur la fermeture du périmètre urbain, puis sur le fait que tu ne peux pas faire d'étalement. Fait qu'autrement dit, les gens, on doit augmenter l'offre de logement, mais je ne sais pas comment on fait, parce que ça ne peut pas être en hauteur. Ça ne peut pas être des bâtiments patrimoniaux désuets qu'on débâtit pour faire de nouvelles maisons ou de nouveaux logements. Ça ne peut pas être en largeur non plus parce qu'il ne faut pas que la ville s'étende. Il reste quoi comme option, là? Vivre sous terre? J'essaye de comprendre, là, c'est quoi. Même les logements sociaux, ils vont les construire où? Écoute, j'ai sorti la carte de Hong Kong pour illustrer le point de Vincent un peu, puis c'est assez spectaculaire. Fait que là, de ce que je comprends, tu as Hong Kong qui est au milieu ici, mais il y a comme l'île d'Hong Kong ici, le Disney World d'Hong Kong, tout ça. Fait que là, on voit, ça a l'air assez vert, mais si on regarde le satellite... Tout ce qui est en vert, c'est le Land Reserve. C'est ça, puis regardez la satellite. Fait que c'est sûr, si on zoome sur le gros centre-ville d'Hong Kong, c'est là qu'on voit la densification que tu nous parlais. Mais c'est quand même assez surprenant de voir, tu sais, l'île d'Hong Kong ici, c'est très vert. Justement, où ils ont mis Disney, c'est bon, il y a ça, mais il y a plein de territoires autour qui est vert. Il y aurait moyen de développer encore. On voit que Shenzhen n'est pas très loin. Puis non seulement ça, mais il y a des affaires comme qui n'est pas apprécié. Mais... Hey Vincent, sérieusement, est-ce que tout ça ici, toute la grosse affaire verte qu'il y a là, ça appartient à Hong Kong aussi? Oui, ça appartient entièrement au gouvernement. Fait qu'il pourrait développer ça, autrement dit. Oui, c'est un choix. Il y a un choix politique là-dedans. Là. Je veux dire, il est dur à expliquer pourquoi les Chinois l'ont gardé après les Britanniques, mais je veux dire, j'ai pas sauté dans les détails de pourquoi ils l'ont fait, mais l'effet de ça est très clair. Là, je veux dire, puis non seulement ça, mais il y a aussi des trucs comme les gens pensent que la Terre, c'est un truc fixe, là, mais c'est même pas fixe. Tu regardes la Nouvelle-Écosse, là, les endroits que les gens vivent présentement, il y a beaucoup de population en Nouvelle-Écosse, qu'avant, c'était juste des marais, puis la baie de Minas, la baie des Mines, là, que ça s'appelle, ouais. Minas Basin, qui ont été réclamés par des méthodes d'irrigation. À peu près comme 15% des Pays-Bas n'existaient pas il y a 200 ans, qui ont été créés par l'irrigation. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens drainent les marais, mais ils peuvent aussi réclamer des choses à l'océan. À Hong Kong, il y a des choses qui interdisent justement des pratiques de réclamation. Donc, tu peux même pas essayer d'en créer où est-ce qu'il n'y en a pas puis de le posséder toi-même. Non, l'État interdit ça en plus. Puis tu te dirais qu'étant donné les prix, des trucs qui seraient trop coûteux ici, étant donné la quantité de terrain, à Hong Kong, réussir à réclamer 1 acre ou 2 acres de la mer de Chine, c'est pas des pinottes. Est-ce qu'on pense d'avoir une couple de millions, là. Est-ce que tu penses qu'il y a de la corruption à Hong Kong liée à ça? Parce que je veux dire, si tu réussis à convaincre les autorités gouvernementales de dézoner un terrain, ça peut être quand même assez profitable pour certains promoteurs ou c'est pas quelque chose qui est documenté? Je le sais pas, mais probablement qu'il doit en avoir peut-être dans le processus d'enquête. S'il y en a, c'est là que je m'attendrais à ce qu'il soit. Ouais. Que tu essayes de faire que les règles de l'enquête soient dirigées vers un joueur particulier. Mais dans ce cas-là, je serais quand même un peu surpris. Mais je trouve ça vraiment spécial parce que Hong Kong est effectivement très utilisé comme exemple de place où on manque d'espace, où est-ce qu'on peut pas... on peut pas déréglementer, puis là, les hausses des loyers sont l'enfer, et ainsi de suite. Puis finalement, tu te grattes un peu, tu te rends compte, aïe, c'est un mythe, c'est une légende urbaine. Quand tu prends la peine de regarder, c'est pas le cas. Il y en a de l'espace, c'est très contrôlé par le gouvernement.
Ouais, mais le pire, c'est qu'il y a 5-6 ans, là, puis pour te montrer souvent comment je pense que des fois, les journalistes ont vraiment des problèmes de dissonance cognitive. T'en as un de Vox, ou je pense Vice, qui fait un documentaire sur ça. Je suis comme toutes des choses que je savais. Fait qu'il a rien dit que j'apprenais. Parce que je savais que le monopole existait, mais je n'avais pas étudié à quel point il était important. Et là, le gars, dans le documentaire, il dit, puis regardez la quantité de terre que Hong Kong a disponible, puis ils veulent pas les vendre, puis ils veulent pas les rendre disponibles. Là. Il est en train de dire ça, puis il est comme super honnête. Là. Il dit tout ça, puis jusque-là, c'est super objectif. Il dit, ben pourquoi? Ben parce que Hong Kong veut pas mettre des tarifs ou des taxes à la consommation, donc il sert de ça. C'est quoi la solution? Sa solution? Ben, on va créer une taxe à la consommation, un plus haut impôt sur le revenu, puis des tarifs à l'importation. Comme ça, l'État n'a plus besoin de dépendre de ce revenu-là et il pourrait les libéraliser. Puis je suis comme, OK, je veux juste être clair. Je comprends, tu as très bien expliqué de l'économie politique, mais c'est tout à fait possible, dans l'univers des choses que l'État peut faire, c'est d'arrêter de faire ce qu'il fait. Pas de substituer une chose qu'il fait pour une autre chose qu'il fait pas. Tu voyais, là, puis c'était un des moments les plus criants de « Oh my God, tes priors, je viens de les voir, là. » Toutes tes prémices, là... Ça, c'est les fois que les journalistes, tu te dis « Man, t'es rendu à ça, là. T'arrives au fil d'arrivée, là. Lâche pas, t'es capable. Tu vas trouver la clé qui rentre dans le serrure, tu vas ouvrir la boîte, tu vas tout comprendre. » C'est un pire fumble que les Atlanta Falcons contre les New England Patriots en 2017. You blew it up. Like, you had a lead, everything was going on. C'est un genre de coït avorté. T'es comme, dude, comment t'as fait pour l'échapper de même? T'étais supposé gagner. T'étais rendu là. Mais comment ils s'en rendent pas compte que les solutions qu'ils proposent, non seulement ce ne sont pas des solutions, mais sont des solutions, entre guillemets, solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Toutes les affaires que je vous ai montrées tout à l'heure, interdire les bâtiments de telle hauteur, protéger le patrimoine, c'est toutes des affaires qu'eux prônent. Là. GND est tout d'accord avec ça. Statrix. Plus tu vis dans un mode étatiste dans ta tête, plus tu n'es plus capable de t'imaginer comment le monde pourrait trouver des solutions innovantes, comment est-ce que les gens peuvent être créatifs. Le coût de l'étatisme, c'est la perte de l'imagination. Écoute. Puis tu le vois là parce que tu te dis, hors de l'État, nul salut. Hey, c'est vraiment. La rééducation est complétée. Là. Si t'es plus capable de t'imaginer que, OK, il y a des choses que l'État doit faire, OK, que c'est comme. Il n'y a pas de manière que. Le marché pourrait le faire. Donc là, tu peux aller dans l'État genre Nozick, qu'à l'équilibre, il doit avoir un État. Il ne peut pas ne pas en avoir. Mais là, pour vrai, l'État, as-tu vraiment besoin de posséder toute la terre dans le background? Puis, non, mais là, il faudrait des taxes pour remplacer ça. What the fuck? Mais Simon Rochelot m'a envoyé ça. OK, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué une situation qu'il vivait. Pendant 15-20 ans, il a vécu dans le coin de Tofino, en Colombie-Britannique, qui est somme toute une des stations balnéaires aujourd'hui qu'on a au Canada. Il y a des endroits où il fait bon vivre. Là. Apparemment que Tofino, c'en est un. Puis lui, c'est assez spectaculaire parce que, évidemment, il a acheté une propriété à l'époque. Puis, tu sais, c'est des métiers... Il faisait des métiers quand même, somme toute, là, manuels. Là, c'est pas un grand financier qui gagne 500 000 par année. C'est vraiment des gens qui faisaient des métiers manuels, tout simples, des revenus très normaux pour des Canadiens. Il s'établit là, achète une propriété à des prix parfaitement raisonnables il y a 15 ans ou quelque chose comme ça. Évidemment, arrive la construction de la bulle immobilière au Canada, ainsi de suite. Puis tout ce qu'on entend de Vancouver, évidemment, c'est qu'écoute, c'est dense, il n'y a plus de terrain, puis là, les prix montent, puis là, les Chinois, viennent acheter des propriétés. Puis là, un coin comme Tofino, en plus, c'est vraiment, comme je disais, un peu une station balnéaire, fait que les grands riches Canadiens viennent s'établir là pour passer du bon temps. Fait qu'il s'est ramassé dans des situations où est-ce qu'il a rénové sa maison, il s'est assuré de pouvoir louer des parties de sa maison pour continuer à conserver son commerce, ainsi de suite. Mais évidemment, les taxes municipales aussi ont monté au fil du temps et ainsi de suite. Puis, ce qu'il me disait aussi, le coût de la vie. Il dit faire l'épicerie,
par rapport au Québec, ça coûtait 40% plus cher, 50% plus cher, et ainsi de suite. Fait qu'il avait... Puis lui, il n'a pas changé de métier depuis. Là. C'est toujours des métiers aussi modestes en termes de revenus, très proches des revenus moyens des Canadiens, autrement dit, alors qu'il vit dans une place où est-ce que c'est rendu prisé incroyablement. C'était pas le cas au début. Fait qu'il a fini par se faire tosser de sa maison. Il n'était plus capable de rester chez lui. Ils ont pris la décision de vendre et de se relocaliser, évidemment. Je vais donner un exemple, ça m'a fait penser à ça parce qu'on a parlé de la Nouvelle-Écosse. Dans leur tête, ils regardent pour la Nouvelle-Écosse. Puis pourquoi ils regardent? Ben, c'est que là, il y a de l'argent là, dans le compte de banque. Sa propriété était rendue qu'elle valait plus qu'1 million de dollars. Fait ils ont fait la vente, ils sont rendus avec ça. Il gagne presque son salaire en intérêt sur ce montant d'argent-là présentement qu'il gagnait. Ça vous donne un peu une idée jusqu'à quel point c'est absurde. Attends une minute. Fait que, tu dis que l'intérêt sur la vente de maison, il fait le revenu qu'il faisait normalement. Exactement. À peu près, là. Tu sais, c'est un ordre de grandeur. This is the definition of fuck you money. Ben, oui, d'une certaine façon, mais ça reste qu'il s'est fait tosser de la place où il vivait puis qu'il aimait vivre pareil, tu sais. Non, je comprends, mais en même temps, maintenant, il y a toute une liberté. Il faut quand même lui donner ça. Là. Oh non, mais il fait pas pitié. Puis, tu sais, il regarde pour se rétablir en Nouvelle-Écosse. Tu sais, tu as la liberté de te rétablir partout où tu veux au Canada parce que tu es parfaitement bilingue, tu as de l'argent dans tes poches. Tu vis bien parce que tu es capable de travailler de tes mains. Donc, tu vas toujours travailler parce que tu aimes travailler, mais tu sais, tu as réglé ta retraite à toute fin pratique en te relocalisant. Mais regardez, j'ai été chercher la carte de Tofino. Puis, encore là, est-ce qu'il aurait été vraiment obligé de quitter si on avait été moins cave? Je me le demande. Regardez la carte. Même chose avec Toronto, by the way. Hein. Je vais chercher de quoi, là, parce qu'il y avait un article qui avait été fait sur Toronto, mais à Toronto, tu as le Green Belt. As-tu vu la verdure qu'il y a là? Ben, c'est la même chose que le Green Belt à Toronto, là. C'est vide, là, ce place-là, voyons. Non, mais il n'y avait rien à faire. Là. Il a fallu vraiment empêcher des constructions à toutes sortes de places pour être sûr qu'on monte les prix de manière complètement artificielle dans cet endroit-là. Là. C'était nécessaire. Regarde, quand tu prends l'avion et tu survoles le Québec, l'Amérique du Nord en général, il n'y a rien nulle part. Là. On est dans le bois ici. Là. Quand on commence à dire qu'il n'y a pas de terrain, là, attendez un peu. Là. Pas de terrain. C'est quoi cette histoire-là? Mais écoute, dans le cas de Toronto, c'est ça que je voulais dire avant que tu amènes cet exemple-là, Yann. Simon Rochelot m'a amené cet article-là cette semaine. L'ancien maire de Gatineau, là, lui, c'est un full QS. Puis, regarde, j'en rajouterai pas plus. Là. Mais lui, son exemple, tu sais quoi? C'est Ottawa et Toronto. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait qu'au Québec, on fasse comme là-bas, c'est-à-dire qu'il y ait des redevances imposées aux promoteurs immobiliers. Écoute ce qu'il dit. Elle s'élève Écoute bien ça. À Ottawa et Toronto, les redevances pour les promoteurs immobiliers sur les constructions s'élèvent entre 21 000 et 55 000 par unité pour des immeubles appartements de plus de 2 chambres à coucher. Vous avez bien lu, 52 000 par porte. Et là, il dit, à Toronto, c'est encore mieux, c'est 93 000. Là, ils se virent de bord, puis ils sont comme, ouais, mais comment ça qu'il y a une bulle? Puis comment ça que ça coûte cher de même avoir un appartement ou une maison au Canada? Ils se virent de bord, puis ils proposent des affaires de même. C'est sûr que si tu demandes au promoteur, il faut qu'il te remette 93 000 $ au gouvernement à chaque unité de logement qui est construit. Le logement, il ne pourra pas coûter 100 000. Ben écoute, l'IADM a publié cette semaine, ou la semaine passée en fait, que Montréal a fait la même chose en 2021. Il y a exactement la même chose à Montréal maintenant qui est obligé d'être faite. Ouais, ben c'est 5 000 à Brossard puis 3 200 à Terrebonne, je pense. Un truc de même. Ouais, mais l'effet que ça a, c'est... c'est Célia qui a publié ça, puis elle a vraiment bien fait la job. Là. Sur un projet de 35 millions, OK, mettons, ce type de réglementation-là représente un 2 millions additionnel. Fait que je veux juste qu'on soit clair. Là. Ça veut dire que tu augmentes le coût de construire une unité par 2 sur 35 %. Right? Fait que ça arrive 2 sur 35, Yann, le live on the spot, mon calcul mental est un peu... 6-7 %. C'est ça que j'allais dire, c'est 6-7 %.
Ouais. Ben, 6-7% de plus sur construire une unité de logement, là. Mais ils font ça exprès ou quoi? Je veux dire, à un moment donné, là, à un moment donné, pondère ça par l'élasticité. Pondère ça par l'élasticité, puis c'est ça l'effet sur les prix que tu vas avoir. Si ça coûte 6-7% de plus ajouter un logement, puis que la demande est, disons, l'élasticité, mettons, quand tu fais en log, ça arrive à, disons, -4, ben voilà, ça va être ta pondération. Puis là, tu vas arriver que ça va augmenter les prix de, disons, 2 ou 3%. Ben, Chris, c'est 2 ou 3% que tu as ajouté pour rien. Parce que la littérature sur le logement social montre que ça n'a aucun effet positif. Ça n'augmente pas l'affordabilité. Parce que justement, quand tu le finances, il faut que tu augmentes les taxes quelque part. Il faut que tu taxes quelqu'un. C'est qui que tu taxes? Ben, en partie, les gens qui ont des propriétés. Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, on dirait que tout ce qu'ils font, c'est pour faire augmenter les prix. Mais c'est quoi qu'ils font qui font baisser l'affaire de QS, la solution, c'est les animaux. C'est particulièrement la plus débile de la gang. Là. Ouais, parlons de ça, vu qu'il reste 15 minutes à la partie c'est la partie régulière. la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie. Oui, parce qu'en gros, eux autres, ils disent c'est inhumain, là, quelqu'un qui a un chat ou un chien, puis que, by the way, les locataires qui refusent les chats, j'en ai jamais vu de ma vie. Là. Mais, puis j'ai été en appartement pendant 15 ans. Là. Je pense que je sais un peu de quoi je parle. Les locataires, c'est-à-dire, pas les locataires. Mais bon, là, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est forcer les propriétaires de logements à accepter les chiens, les chats, je ne sais pas si les couleuvres... ça me donne le goût d'aller investir en immobilier, entendre les affaires de même. Ouais, écoute. Mais tu sais quoi qui est drôle, c'est que ils disent qu'il y a beaucoup d'interdictions. OK? Puis probablement que pour les chiens de taille moyenne, mettons, et plus, probablement. Je comprends pourquoi un propriétaire ne voudrait pas un Saint-Bernard dans un appartement. Sauf... J'allais dire de quoi, mais je vais encore fâcher du monde, je le ferai pas. Là. Whatever. J'allais dire que si tu as un Saint-Bernard dans ton appartement, tu as un petit problème de jugement. Là. Un chien gros de même, c'est fait pour être dehors. Tu sais, les petits chiens de poche, c'est une affaire, là, mais les gens qui ont des chiens, genre un Doberman ou un Rottweiler dans un appartement, Chris, un moment donné, là... en tout cas. Mettons ça de côté, Frank. Écoute, moi, je comprends pas l'idée d'avoir un chien qui peut pas vivre dehors. Un chien, pour moi, c'est sur une ferme. OK? Point barre. Fait que je suis un peu en accord avec toi. Même s'il est petit, le seul animal dans un appartement qui fit, c'est un chat. Puis that's it. Okay? Un chat, c'est correct. Mais un chien, il faut que tu sois dehors, puis il faut que tu aies de l'espace. Mais la chose qu'ils ne veulent pas dire, c'est que comme le chien fait un dommage au logement, le chat aussi, soit dit en passant, là, oui. Les chats laissent des odeurs qui sont absolument déplaisantes dans le long terme. Là. Ah oui, les traces de griffes partout. Surtout si tu n'es pas un locataire qui est très propre. Si tu es un locataire qui est très propre, probablement qu'il n'y aura pas d'effet. Mais si, mettons, ça te prend 8 mois à nettoyer, j'exagère, mais mettons, ça te prend 1 mois à nettoyer à la litière du chat, l'odeur reste. L'odeur reste très longtemps. Fait qu'il faut que tu fasses fumiger, il faut que tu fasses des nettoyages arrivés. Puis ça, toutes ces choses-là, c'est un coût pour le locataire. Le propriétaire qui loue sa propriété, c'est un coût pour lui. Ben, moi, ça m'est arrivé, et ça, c'était illégal, ce que j'ai fait, de négocier parce que mon ancienne conjointe voulait avoir un chien. J'ai dit au propriétaire, on veut avoir le droit d'avoir un chien. Fait avant que tu me dises le prix que tu veux avoir, dis-moi le prix que la personne avant avait, puis je vais ajouter 200$ pour te compenser. Parce que je voulais vraiment ce logement-là, il était bien placé, puis on n'a pas eu le chien finalement, mais je me suis dit, je vais y offrir quelque chose. Puis j'ai dit, je le savais, j'avais un feeling que c'était illégal. Je ne le savais pas à 100%, mais j'y ai comme permis de me citer un prix que j'allais accepter, qui allait inclure une prime pour la présence d'un chien. Mais pourquoi c'est illégal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? Je ne sais pas pourquoi c'est illégal, mais ça l'est parce que je vais te citer le passage. Toutefois, un propriétaire n'a pas le droit de demander un dépôt de garantie et d'exiger certains frais, y compris pour la présence d'animaux. Le Québec est la seule province où un locataire ne peut pas demander une avance sur le loyer ou exiger un dépôt de garantie. Donc, il n'y a aucune possibilité. Oh, mais c'est pas lui qui t'a exigé, c'est toi qui as proposé. Oui, je sais, mais... C'est illégal pareil. C'est illégal pareil. Il faut que ça soit le prix qui est le loyer, ça devrait être ça. Fait que si, mettons, puis imagine l'incitation. Il ne sait pas que je suis un gars qui est bien flexible puis que j'ai pas de problème, tu sais, parce que je trouve que c'est indécent, parce que c'est voler sa propriété. Si, mettons, il m'a cité le prix en premier, right, puis il me cite le prix comme ça, puis là, j'ai dit, je veux un chien
ben, il y a 2 mécanismes qu'il peut avoir. Okay? La première réponse, c'est que il ne peut plus après légalement changer le prix, fait qu'il peut me refuser le logement dans un tel cas. Mais si c'était dans une économie de marché, il dirait que si tu as un chien, je peux augmenter, tu peux me faire un dépôt en avance. Right? Ou j'augmente de ton loyer de 25$ par mois ou quelque chose comme ça. OK? Mais il n'a pas le droit de faire ça. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la minute que j'ai dit que j'ai un chien, il va dire écoute, laisse-moi te revenir, j'ai d'autres mondes qui veulent m'appeler. J'ai beaucoup de visites. Envoie-moi ta cote de crédit, puis je vais regarder ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va. Pull back. Ben, le résultat, c'est quoi? Puis je vais te donner une histoire qui n'est pas de Montréal pour celle-là, mais c'est ma préférée. Parce que c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai découvert, quand ils ont proposé cette idée-là. Parce que le résultat. Tout devrait se monnayer. Ben, tu devrais permettre aux gens de négocier. Oui, mais après ça, demande-toi pas pourquoi les propriétaires veulent pas avoir des chats. Je veux dire, des chiens. Pourquoi tu penses qu'ils disent non? Ben, parce qu'ils ne peuvent pas être compensés pour ça. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas d'intention. Puis là, le QS arrive et dit ben, on va régler le problème. On va leur interdire de refuser. Ben là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un across the board. Si je ne le sais pas que tu vas amener un chien, parce que si maintenant, j'ai plus le droit de t'interdire, il n'y a pas de point à te poser la question, right? Fait que soit je vais te discriminer davantage. Fait que je vais essayer, si j'apprends que tu as un chien. Ah, puis il y en a qui vont à la marge abandonner. Oui, mais il y en a qui vont abandonner. Ou il va monter les prix pour tout le monde, indépendamment de si c'est un chien ou non. Ou ils vont rien faire. Des gens qui n'ont pas d'animaux qui vont payer plus cher. Ou ils vont rien faire, Vincent. Ça peut être plus général que ça. Tu sais, quand on vous dit de l'économie, des fois, on ne la comprend pas exactement parce que notre cerveau marche en storytelling, mais ce qu'on peut mesurer, c'est de l'agrégat. Si ça l'occasionne le fait qu'il y a 2% des propriétaires d'immobilier qui se disent « Ah ben là, fuck that shit, là, je t'ai écœuré. » ils vendent. Mais qui n'auraient pas vendu sinon. La réglementation sur l'interdiction d'interdire des chiens, ça montre que c'est gouvernemental, ça. Mais la réglementation là-dessus fait en sorte que ça, c'était la goutte qui font fuck that shit. OK, c'est assez, là. Je vends. Claude, quel impact que ça a? Ben, ça a un impact sur tout le monde parce que d'une certaine façon, il y a moins de gens qui sont motivés à faire de l'investissement immobilier. Les prix sont un peu plus à la baisse, tout ça. Fait que les gens sont moins motivés, il y a moins de développement, puis ainsi de suite. Il y a moins d'investissement qui se fait, il y a moins d'argent pour investir. Il y en a d'autres qui disent, ben là, à quoi bon rénover? Si n'importe quelle crise de colon peut arriver ici, puis avoir des chiens dans le logement. Je ne mettrai pas un plancher de bois franc super beau. Là, je vais mettre une cochonnerie de prélat. N'oublie pas, Yann, que ça vient sur... Eux autres, ils n'ont pas pensé à leur affaire. Hein. Mais saviez-vous ça, que ça vient avec une augmentation substantielle des plaintes? Parce qu'un chien, là, savez-vous ce que ça fait un chien quand son maître est parti toute la journée? Ça pleure, ça hurle, ça jappe. Ça déplaît les autres aussi, effectivement. Ça dérange les autres. Puis imagine en plus dans un contexte où tu as de plus en plus de gens qui sont en télétravail puis ils vivent de la maison. Là, tu as des chiens qui jappent, qui pleurent, qui crient. Dans un bloc, je le sais, j'ai déjà été dans un bloc qui permettait les chiens, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'en suis parti. L'hostie de chien, quand le propriétaire est parti, là, quand le locataire, le propriétaire du chien est parti, il pleure toute la journée. C'est vraiment agréable. Vraiment, vraiment, vraiment agréable. Puis tu sais, là, on parle du logement, mais dans les propriétés, c'est la même chose. Quand moi et ma blonde, on magasinait des maisons, on visitait des maisons. Quand tu rentres dans une maison qui a eu des chiens, les planchers sont en bois, sont finis. Nous autres, on en avait une, le garde de l'escalier. Tu sais, tu as un garde de bois, mettons, dans un escalier. Là, tous les barreaux sont grignotés, puis ils ont des traces de griffes après. S'il y a un tapis, le tapis sans le chien, il faut que tu l'arraches ou tu fasses venir un nettoyeur. Il y a un de mes amis qui avait fait ça. Il avait acheté une maison, il y avait un tapis dedans. Il a fallu que par 2 fois, le nettoyeur vienne pour que ça arrête de sentir le chien mouillé dedans. Donc, tout ça pour dire qu'il y en a qui s'en foutent. C'est pas un jugement de valeur que je fais. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un coût à payer pour ça, puis il est évident. Puis c'est pour ça que tu devrais permettre aux gens de négocier sur le prix. En fait, si je dis j'ai pas d'animaux, je devrais dire écoute, regarde, le gars qui était là avant, il t'a détruit ton appartement. J'ai pas d'animaux, j'en veux pas. Ben, peux-tu me faire une cote? Ça peut aussi négocier vers le bas. Là. Exact. Mais aussi, il y a des affaires comme des résultats. Fait que je t'ai envoyé un lien vers un chapitre de livre. Là, puis la page, elle explique tout. C'est un prof d'économie qui était un étudiant à UCLA, donc à Los Angeles. Je pense que tu peux l'agrandir, Yann, avec la petite loupe. Là. Il a adopté un chat. Le chat avait la leucémie féline.
Donc, il était très malade et il était contagieux pour les autres chats. Là, lui, il voulait le garder et il va voir le propriétaire. Le propriétaire dit, je peux te laisser le garder, mais seulement si je peux te charger un loyer. Le problème, c'est que le Rent Control Board ne me permet pas de te charger un nouveau loyer, de te demander cette prime-là. Lui va voir le Rent Control Board, il explique la situation, ils disent non. Et à cause que le chat il est malade, et qui est contagieux, il n'y a aucun voyons, canal, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais le Humane Society, ils veulent pas le prendre par peur qu'il va contaminer les autres chats. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les détails. Et donc, eux, ce qu'ils lui ont dit, le Humane Society, c'est qu'il allait tuer le chat. Ils allaient laisser... Ils allaient l'euthanasier. Un genre de SPCA, dans le fond. Une sorte de SPCA. Puis le chat était relativement vieux en plus. Puis il n'y avait pas d'autre solution. Le propriétaire ne pouvait pas louer. Le Rent Control Board ne voulait pas donner une exemption. Puis lui, il demandait rien de mieux que de payer pour garder le chat. Ben, au final, c'est quoi le résultat? Ben, le chat, il est mort. Le chat est mort. Le chat est mort. À un moment donné, quand t'as je veux dire, est-ce que tu... c'est juste une drôle d'histoire. Pas une drôle d'histoire, c'est une histoire triste, là, parce que moi, je suis une personne à chat. J'aime beaucoup les chats. T'as l'air d'un gars à chat. Je suis un gars à chat. C'est des créatures tranquilles. C'est calme. C'est ça leur vertu. C'est calme, puis ça a la même attitude que moi. Je suis chiant. C'est pas mal ce que j'avais en tête. Ouais, c'est ça, hein? Bon, au moins, tu m'as insulté une fois aujourd'hui, ce qui est très important. Mais au gros, au final, cette histoire-là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un effet inattendu de la réglementation qui aurait été parfaitement réglé si cette réglementation n'avait pas existé. C'est-à-dire, tu laisses les gens négocier. Mais là, le point que les gens qui ont des animaux ne peuvent pas trouver des logements. Puis là, après ça, ils disent, ben, l'effet aussi que ça a, c'est quand ils vont abandonner des animaux sur le bord de la rue, ce qui est effectivement atroce. D'ailleurs, si vous faites ça, vous n'êtes pas une bonne personne. Là. Un beau déchet. Mais ça s'explique, ça s'excuse pas, mais ça s'explique très bien. C'est-à-dire que tu fais des lois stupides, les gens sont obligés de faire des comportements. Si tu leur donnes pas une manière de s'ajuster, à un moment donné, ils vont faire des choix qui sont les meilleurs sous la contrainte des lois qui existent. Ben, si tu fais des lois stupides, tu vas les encourager à faire des comportements stupides. Je ne me rappelle pas dans quel livre j'ai lu ça, mais on disait 9 fois sur 10 qu'une personne fait des choses stupides, 9 fois sur 10 elle est payée pour le faire. Ouais, ou bien qu'il y a des lois stupides. C'est comme l'affaire des 2x4 que je t'avais jasé, puis Nixon Price Controls. Pourquoi le 2x4, c'est pas exactement 2x4? Mais parce que Nixon a fait des contrôles sur les prix, puis les compagnies ont ajusté les 2x4 pour qu'ils soient un petit peu plus petits que 2x4. Ben, dumb laws, dumb things. Ouais, écoute, j'essaie de voir si dans les logements sociaux, tu as le droit d'avoir des animaux pour le fun, mais je suis pas capable de trouver. Ça me surprendrait pas que ce soit interdit. Dans HLM? Ouais, dans HLM, c'est ça que j'essaie de voir. C'est comme pas clair. Là. Ça dit que tu as le droit, mais qu'il y a certaines règles, puis bon... Il y aura de la misère à le dire. Ah, mais à un moment donné, t'es là. On peut-tu dire que c'est du populisme énormément? Tu sais, Québec solidaire a une clientèle politique qui vivent beaucoup plus dans des logements qui sont propriétaires. De par le fait que leur clientèle est plus jeune, de par le fait que leur clientèle est plus urbaine. Donc, c'est normal. Les gens de Québec solidaire, c'est généralement... Tu regardes la distribution de qu'est-ce qu'ils sont. C'est généralement des gens qui ont plus qu'un bac, puis qui sont relativement jeunes, mais qui sont pas, tu sais, c'est pas des paumés, là. Je m'excuse, là, mais l'idée... Puis ça, c'est la même chose que les gens font avec la gauche puis la droite en France. Les classes populaires, ils votent pas pour l'extrême gauche. Point barre. L'extrême gauche, c'est un truc de upper middle. Ouais, mais ils vivent quand même souvent en appartement ou en upper middle class. Ouais, non, je comprends, mais ils sont quand même souvent en appartement, là. Même si, tu sais, le mode de vie urbain. Le point, c'est pas ça. C'est que c'est pas des gens qui vont consommer les logements sociaux. C'est des gens qui pensent qu'en défendant ces trucs-là de logements sociaux, ils sont des bonnes personnes. J'avais pas le logement social dans ma tête. J'avais plus le rent control. Tu sais, le rent control, je le vois vraiment comme... C'est du profitage. Sérieusement, là. Comment ça, la littérature montre que ça l'est, là. Comment ça, quelqu'un que ça fait 25 ans qu'il est dans le même appartement paye 500$ par mois, un loyer qu'il devrait payer 900$,
Comment ça existe? Tu sais, à un moment donné, on est là, hey, ça n'a pas d'allure, les rénovictions. OK, pourquoi il y a des rénovictions? Parce que ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans que je ne suis pas capable d'augmenter son loyer. Ça fait 20 ans que je subventionne. Ben, tu es capable d'augmenter à 2% par année. Oui, mais en je te dirais que dans les dernières 3-4 ans, là, à 2% par année, si je suis capable de l'augmenter à ça, je perds de l'argent. Puis non seulement ça, mais 2%, c'est pour tout l'indice des prix à l'inflation. C'est pas le coût des constructions. Là. Le housing, écoute, les taux d'intérêt sont passés de 2% à 5%. Là. À un moment donné, Christy, faites les calculs. Là. La facture d'intérêt, ça n'a pas été 3% d'inflation pour les propriétaires. La facture d'intérêt, c'est genre 250% d'inflation pour les propriétaires. Si on a des gens de QS qui écoutent, là, le lien que Frank est en train de montrer, là, probablement pas, parce que s'instruire économiquement, ça ne fait pas partie des choses qu'ils ont une priorité. Là. Écoute, ils se lavent même pas. Là, je ne suis pas sûr qu'ils ne se lavent pas. Là. Je ne pense pas que j'irai aussi loin, mais l'instruction économique chez les gens qui Québec solidaire. Mais non, c'est parce que la minute que tu fais 30 secondes d'économie, tu n'es plus capable de dire les choses qu'ils disent. Là. Tu peux devenir un social-démocrate modéré, ou est-ce que tu crois qu'il faut. Ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir un État qui est comme plus juste, mais tu ne peux plus dire des choses que QS dit. Ouais, mais ils ont fait 2 cours d'économie. L'autre fois, là, tous les économistes de QS. Il y en avait un économiste dans la liste, c'était Mathieu Dufour de l'UQO. Il n'y en avait aucun autre. Le reste, c'était des gens qui avaient des docs en sciences politiques, en sociologie, en relations industrielles, puis en anthropologie ou en sciences de la communication. Je m'excuse. C'était pas 52 économistes, Vincent? Non, il y en avait un. Il y en avait un. OK? Relations industrielles, c'est pas économie. OK? Tu peux... Écoute, le critère que j'ai pour économiste, c'est pas que tu aies un doc en économie, c'est que tu publies des articles scientifiques en économie. Dans cette liste-là, il y en avait un qui qualifiait. Le reste, il publie dans des trucs comme Recherche sociographique ou l'IRIS. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a publié un article, à part le gars Mathieu Dufour, dans des journaux scientifiques en économie. Tu n'es pas un économiste, tu t'engages pas avec des économistes. Si ce que tu fais, c'est que tu prends quelques trucs d'économie puis tu parles à tes amis sociologues, tu es un sociologue. Right? Tu utilises des trucs en sociologie, mais tu essaies d'utiliser des trucs en économie pour parler à des sociologues, mais tu n'essaies pas de converser avec les économistes. Tu n'es pas un économiste. Tu n'en es pas un. Point barre. Ouais, okay? Quelqu'un qui dirait... c'est comme quelqu'un qui... Je suis psychiatre parce que je vais voir mon psychologue une fois par semaine. Oui, je suis élitiste. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'élitisme, c'est parce que je connais mon sujet. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un point là-dessus, là, puis c'est une forme un peu, dans les sciences sociales, entre guillemets, il y a souvent des usurpations de compétences de même. Si on présente des gens à la télé, ah ouais, lui, il est sociologue, ou lui, il est un tel, tu check, il n'a même pas de diplôme en sociaux, il n'a même pas de diplôme en économie, mais on l'a présenté comme économiste ou telle affaire. Mais jamais on ferait ça, genre, oui, aujourd'hui, on parle avec le docteur un tel médecin, puis là, tu regardes le truc, il n'est pas médecin. Jamais on ferait ça. Les deux choses, les deux signaux pour moi là, que tu es un bullshitter, c'est qu'après c'est soit tu mets docteur devant ton nom puis tu n'es pas un médecin. Là, parce que docteur, c'est. Dr Pepper, c'est pas un docteur, OK? Puis Dr Jill Biden, pas un docteur. Ça serait cool, pareil, que Dr Pepper, ça soit un vrai docteur. Si tu as un doctorat en sciences d'éducation ou en économie, tu n'es pas un docteur, OK? Puis si tu signes PhD après ça aussi, là, tu es l'extrême de la fraude, OK? Attends un peu, pourquoi? On voit ça souvent, des PhD, non? Non, si tu signes avec ton PhD. C'est-à-dire que je me présente, oui, Vincent Geloso, PhD. Non. Ouais, ça fait bâtard. Il y en a qui font ça, là, j'en ai dans le monde avec lesquels je converse. Dans les signatures de courriel, on voit ça tout le temps, Vincent? Dans une signature de courriel, oui, c'est correct. OK, tu parles, tu le fais verbalement, là. Imagine sur le cover d'un livre, j'écrivais Vincent Geloso, PhD. À côté du nom sur le front page. Si tu regardes, il y a plein de livres qui font ça. Hein? Il y a plein de livres où est-ce qu'ils vont dire sur le front page qu'ils sont PhD. Mais ce que tu essaies de faire, c'est de t'attribuer une autorité sur la base d'un titre et non pas sur la base de ce que tu dis. Non. Ouais, mais là, c'est un signal. T'es trop élitiste. Un PhD, il y a assez d'efforts mis dans un PhD qu'une personne peut utiliser les lettres. Là, je m'excuse. Écoute, si tu as un PhD en sciences de l'éducation, c'est pas excessivement difficile. Il y a des PhD qui sont vraiment faciles à avoir.
Je m'excuse, puis c'est pas Tu vas nécessairement un choquer du signe. monde. Non, mais attends un peu, là, Vincent. Non, t'es pas correct. Là. Non, là, attends, là, hey, non, non, OK. Non, T'es pas juste, correct, on aura ce débat-là sur Patreon. Juste finir avec l'article qui était présenté à l'écran là, pour Puis compléter après ça, le je vais cours. expliquer des choses à Yann. Là. Ouais, parce qu'il y a des éco-socialistes. Faut que je fasse l'instruction à Yann. Il y a des éco-socialistes qui attendent leur cours. Là, fait que, the effect of Rand Control Expansion. OK. Ils utilisent dans cet article-là une loi qui a été passée au début des années 90 à San Francisco qui faisait à toute fin pratique le contrôle des loyers. Ce qu'ils ont montré, c'est que l'effet a été bénéfique pour les locataires déjà présents parce qu'eux, se sont moins déplacés, donc ils ont moins souvent quitté leur logement. Par contre, l'effet que ça a eu, c'est que l'effet s'est déplacé sur les gens qui essayent de trouver un logement plus tard. Donc, tu as eu un divorce entre les prix qui existaient déjà et les prix des nouvelles unités ou pour les nouveaux locataires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un déplacement du coût sur les autres personnes, notamment parce qu'à cause du contrôle des loyers, dès que je signe une personne, je sais que je suis pogné avec pour un asti de bout. Le résultat, puis que je ne peux pas changer les prix, le résultat, c'est quoi? C'est que je décide de construire moins d'unités. Et l'effet au net, c'est que les prix, que pour la majorité de la population, les loyers sont beaucoup plus dispendieux. Il y a juste ceux qui étaient là en 94 qui sont gagnants. Puis quand Yann, tantôt, disait, il y a des gens qui sont, des gens de QS qui votent pour ça, puis le contrôle des loyers, quand tu faisais la distinction entre contrôle des loyers et logements sociaux, je pense vraiment qu'ils pensent que ça va les aider, puis c'est probable que ça va les aider. Ils ne sont pas irrationnels, c'est pas des gens totalement stupides. J'allais dire, c'est pas des gens stupides, mais leurs idées sont très stupides, mais ils sont très conscients de qu'est-ce qui les aide et qu'est-ce qui les aide pas directement. C'est vrai que s'ils sont locataires. S'ils sont locataires maintenant, ils vont effectivement bénéficier dans l'immédiat ou même le moyen long terme s'ils restent à la même place pendant longtemps. Le problème, c'est que ceux qui vont payer, c'est pas eux. Ça va être l'immigrant qui arrive à Montréal. Ça va être le gars qui quitte le Saguenay, heureusement pour lui, vers Montréal. Mais là, ça va être moins attractif de déplacer à Montréal. Faut bien que je fasse le Saguenay. On va faire comme si je n'avais pas entendu ça. Non, mais en gros, ce qu'ils veulent, c'est que les autres subventionnent leur logement. Welcome to the shithole. Je ne sais pas si je dirais le mot subventionne, mais il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye quelque part. Parce que le prix du loyer comme tel, il n'a pas changé. Parce que je pense vraiment à Piafet ce qu'il donne. C'est des petits parasites. Bon, on passe dans le Patreon, là, on est rendu pas mal. On frise, on est devenu de moins en moins généreux, là. Je pense qu'on devrait passer au Patreon. Donc, il y a un manque de générosité qui est en progression avec Toujours Jamais Loin avec Yann. Donc, pour la suite du podcast, abonnez-vous au Patreon. Ça risque pas vraiment d'être plus gentil dans la prochaine partie. Je vais aller foutre une coupe de baffe à Vincent dans pas long. Inquiétez-vous pas. Métaphoriquement, Yann, métaphoriquement. Tu vas le disclaimer, il est écrit. J'ai pas besoin de l'analogie guerrière, là? Ouais, c'est ça, l'analogie. Il y a déjà quelqu'un qui a failli se faire casser. Je vais être la victime du jour, là.